J'annonce d'entrée le titre est putaclic. Je ne veux pas, je me refuse complètement à définir un devoir du poète, même pas par amour de la liberté, c'est pas mon genre. La liberté pour la liberté, ça me dit absolument rien. C'est davantage parce que je sais que les humains en général et les artistes en particulier ont le chic pour aller toujours à l'opposé d'une règle donnée, juste parce que cette règle existe. La preuve, regardez, l'art poétique de Boileau. L'art poétique de Boileau, c'est devenu presque une règle inversée, c'est les choses à ne pas faire, quoi. Bon, et en même temps, Boileau, il est chiant aussi, c'est un peu mérité. Parce que bon, il y a d'autres arts poétiques, mais on en fait moins de... Ils font moins d'émules, Verlaine par exemple. Mais bon, il y a une grosse différence entre Boileau et Verlaine, c'est que Verlaine, c'est lisible. Non, alors, c'est une réflexion qui me traverse, qui m'habite depuis un certain temps. Aujourd'hui, j'ai lu une très très grande partie de la poésie française, notamment la poésie métrique, mais de la poésie française. Certes, il me manque beaucoup de poètes XXe siècle qui m'intéressent pas, c'est toujours les mêmes, enfin toute l'engeance à la Bonnefoy, à la Jouve, à la Jacotet, là, c'est bon quoi, j'ai lu Bonnefoy, Jouve, Jacotet, j'ai lu André Chédid, oh là, putain, la purge. Enfin, j'ai vraiment lu beaucoup de poésie, aujourd'hui ma bibliothèque poétique est supérieure d'ailleurs en taille à ma bibliothèque romanesque, il me semble, ou peut-être égale, je suis pas certain, mais ça commence à faire un certain nombre, quoi. En général, vous me citez un poète français, je l'aurais lu. Moi, je cherche des choses en métrique, toujours, parce que si vous commencez à me citer quelque chose du 20e, il est quand même plus probable, déjà par exemple Guy Vie qui est jamais touché, et sincèrement, j'ai pas très envie. Je le ferai, quand j'aurai l'occasion, mais c'est pas mon délire. Mais par exemple, aujourd'hui, ce que je cherche, ça va être Hégésippe Moreau, Lassner, Petrus Borel. Des noms absolument introuvables, malheureusement d'ailleurs. Parce que c'est vraiment des auteurs que j'aimerais bien, sur lesquels j'aimerais bien mettre la main. Et souvent d'ailleurs, enfin, je veux dire un truc un peu triste, mais les poètes oubliés, ils ont raison de l'être. Pas toujours, il y a des bonnes surprises. Georges Forest est pas très connu, mais il est encore un peu publié, et pour cause, en fait, c'est vraiment très bon. Mais par exemple, là, dernièrement, j'ai lu Anna de Noailles, alors toute la préface, c'était là, une grande poète, oubliée, tout ça. Écoutez, bon, alors évidemment, en plus souvent il y a l'argument, c'était une femme, c'est pour ça qu'on l'a oubliée. Bah, écoutez, moi je me dis, allez, on va partir, j'ai essayé de pas penser trop fort quand j'ai vu ces influences, à dire Vigny, Hugo, Lamartine, j'ai un petit peu serré les dents, je dis bon. Bon, et en fait, quand vous lisez Anna de Noailles, vous comprenez pourquoi elle est oubliée, hein. C'est-à-dire que c'est un vers c'est même pas nul, c'est creux. Y a rien, j'ai un ami qui disait que c'était plus plat que la Belgique, ben, c'est un peu ça. C'est vraiment plat, y a pas un mot plus haut que l'autre, y a quelques maladresses métriques, mais à la limite ça va, enfin, ça c'est quand même globalement un petit hiatus ici, un contre-rejet interne un peu mal fait, enfin c'est vraiment un truc très précis, donc c'est pas spécifiquement condamnable, mais en fait surtout c'est profondément ennuyeux du point de vue du fond. Y a pas rien, mais presque quoi, enfin c'est pas bien. Mais peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que en grand lecteur de poésie, enfin en gros lecteur, pas grand lecteur, j'identifie un petit peu ce qui me plaît d'une part, mais je fais des hypothèses sur ce qui fait qu'on retient un poète. Attention, évidemment, ça va parler de mes goûts personnels. C'est évident. Mais il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup. Vous voyez ? Il faudrait faire une courte histoire de la poésie française
Bon, allez, mettons, on va commencer au Moyen-Âge, autour du XIIIe siècle. Alors évidemment, la poésie existait déjà, hein, mais c'est pendant le Moyen-Âge que la poésie en français commence à se séparer de la chanson. C'est pour ça que les premières formes poétiques sont souvent des formes de chansons, qui existent d'ailleurs en musique classique, la ballade, le rondeau, ce genre de choses. Vous avez donc Alors bon, il s'avère, par exemple, je pense à Rudebeuf, mais Rudebeuf a peu fait de rondeau et de ballade à ma connaissance. Ça c'est du XIIIe siècle. Vous avez donc des poètes qui commencent à se spécialiser là-dessus. Puis il y a le XVIe, la Pléiade qui s'oppose. Alors évidemment, les courants vont toujours s'opposer à des courants avant les autres, quand bien même il n'y a pas de courant médiéval à proprement parler. Enfin, il y a des courants dans le Moyen-Âge, mais il n'y a pas de courants médiévaux. Enfin, il n'y a pas un courant médiéval, quoi. Les médiévaux, c'est pas un courant poétique. Bref. Il y a les premiers de la Renaissance, comme Marot et Marguerite de Navarre. Ensuite, il y a la Pléiade, Ronsard, Du Bellay, Jodelle, toute la bande, Pontus de Thiard aussi, je dis pas de bêtises, qui, eux, d'ailleurs, commencent aussi à vouloir définir quelque chose dans la poésie. J'adore la Pléiade, hein, j'adore Ronsard, je trouve que le 16e est délicieux, j'ai du mal avec Du Bellay, mais déjà, je leur trouve un défaut, c'est la critique, même si elle est évidemment compréhensible, hein, mais la critique du Moyen-Âge, parce que c'est le Moyen-Âge, parce que c'est parce que ça, et le rejet de certaines formes qui sont, de mon point de vue, ensorcelantes. Je pense bien sûr au rondeau que j'affectionne beaucoup, à la ballade, etc. et que je pratique. Bon, ensuite, on a pas mal de ronsardiens qui sont assez bons. Je pense à Agrippa d'Aubigné, donc on arrive début XVIIe siècle. Il y a quelques bagarres avec les précieux et les classiques, ou les pré-classiques, notamment Malherbe. Malherbe qui est meilleur qu'on pourrait le croire, hein. Malherbe, c'est vraiment pas mal. J'y croyais pas trop, en plus que j'ai vu sur mon édition, il y avait un commentaire de Ponge qui disait le plus grand lyrique. Je me dis oh là là, si Ponge en dit du bien, c'est mauvais signe. J'y reviendrai un jour, mais pour moi Ponge, mais c'est la mort cérébrale, quoi. C'est infernal. Enfin, justement cérébral, non, mais c'est ça qui est intéressant. Mais j'y viendrai. Donc on arrive avec ça. Ensuite, il y a la tradition vraiment classique. Alors attention, hein, les courants aussi sont souvent définis, à part la Pléiade et par exemple les surréalistes, souvent les courants se définissent pas par eux-mêmes, ce sont les journalistes ou la postérité qui vont en parler. Mais les classiques tels quels, notamment menés par Boileau, imposent d'ailleurs une définition de la poésie qui est beaucoup plus rigide, beaucoup moins intéressante. Regardez Boileau, hein, c'est absolument pas chantant comme Ronsard, ce n'est pas drôle ou quoi que ce soit, enfin bon, il a ses satires, mais c'est ancien régime, c'est le pire de l'ancien régime, quoi, avec le XVIIIe siècle un peu. Mais donc des alexandrins avec un rythme binaire, mais en même temps le XVIIe siècle qui était très bon en poésie au début, avec Malherbe, Agrippa d'Aubigné, les derniers ronsardistes. Malherbe qui n'est pas ronsardiste, hein, je le redis, c'est vraiment très important de le retenir. En fait, après, il y a le théâtre qui est arrivé, il y a Corneille, surtout Racine, et enfin, on peut pas être bon partout. Le meilleur vers du 7e siècle, c'est Racine, c'est pas des poètes. Mais bon, au 18e, c'est la mort, hein. Il y en a quelques-uns, très difficiles, là j'aimerais beaucoup trouver Millevoye, Nicolas Gilbert, Évariste de Parny, j'arrive pas à les trouver, ça m'énerve beaucoup. J'ai du Chénier, mais j'ai vraiment la flemme, parce que Chénier est quelqu'un qui est beaucoup cité par Victor Hugo, et vous finirez par comprendre que j'ai quelques ennuis avec le personnage. Mais même, c'est encore très lourd, il y a la paix de Lille, enfin ce genre de choses-là, c'est encore quelque chose d'un peu lourd, et il faut attendre le romantisme et après Napoléon, en fait, pour que déjà la poésie se secoue un peu, bon, avec Lamartine qui fait quelques pas un peu intéressants, au départ, parce que c'est vrai qu'il s'est quand même pas beaucoup renouvelé, et ça commence vraiment à bouger pas mal. Bon. Puis bon, les romantiques et ceux qu'on leur attribue, enfin ça dépend comment on coupe ça, mais les différentes générations, Nerval, Baudelaire, etc., les Parnassiens, bon, eux, pour moi, ce sont des glandus, hein, je comprends bien ce qu'ils se sont dit, je comprends qu'on veuille comment dit-on, s'opposer à la tradition de la sensiblerie romantique, mais parfois, comment dire, dire, ouais, on va tailler le verre, on va faire quelque chose de très beau, c'est très bien, mais en fait, on retient pas les Parnassiens, cherchez les noms des Parnassiens, vous les avez jamais lus, et vous les trouvez nulle part. À la limite, vous trouvez, Hérédia, qui est chiant comme la pluie, putain, excusez-moi, mais Hérédia, mais c'est oh là là, enfin c'est ce genre c'est des grands ouvrages tactiles, bien pédants. Oh regardez, j'ai fait un sonnet avec des rimes féminines. Félicitations.
Et sinon, un pré parnassien qui est pas mal, le comte de Lille. Mais le comte de Lille qui est très irrégulier, parce que quand il fait le parnassien, c'est-à-dire quand il invoque des grandes... D'ailleurs, en plus, il est ridicule, parce que c'est quelqu'un qui est très anti-chrétien, mais qui reprend les mythes chrétiens, mais pour ne pas... Comme il n'aime pas les chrétiens, il va prendre, par exemple, il va écrire Caïn avec un K. Waouh! Félicitations. Mais, de temps en temps, il y en a un que je lirai un jour sur la chaîne, qui est un de mes poèmes préférés de le comte de Lille, qui s'appelle Le Dernier Souvenir. Et en fait, quand il arrête de faire le parnassien, c'est-à-dire en fait, quand il accepte de faire intervenir la subjectivité et la première personne, parce que c'était un des dadas des parnassiens, on veut pas la subjectivité, on veut des grandes choses, et les modèles indo-européens, et les grandes légendes qui ne disent rien à personne, à part peut-être leur petit milieu un peu péteux, là. Mais en fait, quand il commence à arrêter de faire le parnassien, c'est bon, parce que le comte de Lille, il est quand même un grand versificateur. Et c'est là qu'il trouve grâce à mes yeux. Mais je le lirai, il faudra que je le fasse, que c'est vraiment un super poème. Après ça, on a globalement les symbolistes et... alors c'est un peu compliqué à dire, mais globalement, en fait, on met souvent Mallarmé dans les symbolistes, ou Rimbaud, mais en vérité, pas vraiment, hein. Mallarmé a un peu travaillé avec les Parnassiens, mais il a fait... comme c'est un grand, il a fait son... C'est comme Baudelaire, qui n'est pas vraiment un romantique. Les grands font leur tambouille hors des grands courants définis, d'ailleurs souvent a posteriori, on rappelle. Pareil, Rimbaud, pas du tout. Rimbaud, on peut considérer qu'il a annoncé ça, mais c'est pas tant qu'il a annoncé que des gens ont fait pareil parce qu'ils aimaient Rimbaud. C'est surtout ça. Vous voyez, une des sommités du symbolisme, c'est sa main. Sa main, comment dire ? C'est pas que c'est chiant, mais c'est un peu une salle d'attente où il y a vraiment que des paris match de 2008. C'est pas que c'est chiant, c'est que quand vous le lisez, il aspire votre énergie vitale, et c'est un autre niveau. Et évidemment très populaire dans le milieu prout-prout de la Belle Époque. Et pourtant, la Belle Époque, il regorge de bons poètes, mais... Je pense à René Vivien, bien sûr, je pense à Georges Fourest encore, et après, plus tard, mais les fantaisistes. Les fantaisistes, en fait, ce sont des gens qui se sont opposés à l'héritage symboliste et à l'héritage mallarméen. En fait, Mallarmé aussi, moi, m'agace beaucoup parce que c'est un grand poète, évidemment, mais je trouve que l'hermétisme perd son goût. L'hermétisme, perd son goût, se perd tout seul. Il y a une fascination de la complexité qui est ridicule. En fait, qui est à la fois géniale et ridicule. Dans le sonnet en X, Mallarmé en vient à inventer un mot, ptix, pour avoir une rime à l'oreille et à l'œil, parce qu'il veut aussi que ce soit YX, et qu'il n'avait pas assez de mots. C'est génial, et en même temps, qu'est-ce que c'est comme aveu d'impuissance ? Il y a quelque chose d'insupportable à ça, en plus qui veut rien dire, ce mot. C'est quand même gênant. Ça va trop loin, en fait. C'est conceptuel. C'est conceptuel. Et donc, après, il y a les fantaisistes qui... Ça, c'est peut-être un de mes courants préférés. Qui contient... Alors, un des pré-fantaisistes, ce sera Georges Fourest, mais non, il y a notamment Toulet, qui est un poète que j'aime beaucoup, beaucoup, qui a beaucoup fait de contre-rimes. C'est un genre qui va vraiment jouer sur la musicalité des termes et sur les registres. Beaucoup d'ironie, de parodie et de mélancolie quand il en faut. Toulet, typiquement, est capable de faire des poèmes où il va comparer, par exemple, une poule et des dindes à des députés radicaux, puis un autre poème, un poème très mélancolique, Pour une dame imaginaire aux yeux couleur du temps, j'ai rimé longtemps, bien longtemps, j'en étais poitrinaire. Quand vint le jour où tout à coup nous rimâmes ensemble, rien que d'y penser, il me semble que j'ai la corde au cou. C'est joli, c'est tout simple, mais moi j'aime beaucoup. Puis je commence vraiment sur une note très personnelle, je commence vraiment à m'attacher aux poèmes courts. Pas les haïkus, je vous vois venir, le haïku c'est un exercice aussi calligraphique qu'il est poétique. Il n'est pas fait pour la langue française. Faut arrêter avec ça. C'est pas possible. Ce n'est rien de moins que de la masturbation. C'est fait pour les langues asiatiques dont l'écriture, la calligraphie est déjà un art. Mais c'est pas, je dirais pas que c'est pas concevable, faut pas exagérer, mais en français, c'est contraire au fonctionnement même de notre langue. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça évidemment, ça fera... Il y a plein de gens qui diront « Ah, Vianney a dit que, donc on va faire le contraire. » Écoute, oups.
Écoute, fais ce que tu veux. Mais tu t'étonneras pas que personne ne lise. Donc après les fantaisistes, bon, qui se font un peu, qui disparaissent assez vite parce qu'ils sont quand même moins novateurs que quelqu'un comme Apollinaire, hein, l'énorme Apollinaire qui arrive, bon, et qui inspire toute la génération des dadaïstes et des surréalistes. Et ensuite je m'arrêtais là parce que les autres courants de poésie n'ont pas le droit de citer pour moi. Ah oui, je suis vraiment un trou du. Enfin bref. Mais et les surréalistes, j'en pense vraiment beaucoup de mal, mais ça vaudra une vidéo dédiée parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, je pense que la poésie souffre, enfin l'art en général, mais là on va parler de la poésie, d'une invasion du conceptuel depuis la fin du XIXe siècle. Les coupables seraient rien de moins que Rimbaud et Baudelaire. Pourquoi ? Il y a... Alors, attention, hein, quand je vais critiquer le conceptuel, par là, je veux dire l'invasion de procédés théoriques, de concepts, dans un art qui, selon moi, les arts, de toute façon, selon moi, font d'abord appel à notre sensibilité. Le problème, c'est que le conceptuel a usurpé la place de cette sensibilité, de ce qui réagira dans l'immédiat. Avec la poésie en prose, que Baudelaire n'a pas inventé, mais avec la poésie en prose, le conceptuel a fait un pas immense. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas définir un poème en prose. Ce sont des débats formels. Alors évidemment, hein, il y en a qui proposent des définitions. Je veux dire, ce sont déjà des débats formels. Parce qu'on dit oui, mais un poème en prose sera donc un poème qui ne sera pas en vers. Et ça va vous entraîner vers une autre question à laquelle je répondrai pas. Hein. Qu'est-ce qu'un poème ? C'est un enfer, ça n'a pas de fin. C'est un enfer. Et c'est passionnant, hein, je ne dis pas. Et franchement, même moi, je prends un certain plaisir parfois à jouer avec toutes ces définitions. Mais est-ce qu'on n'oublierait pas quelque chose là ? Sincèrement, il manque pas un truc, je sais pas, la poésie. Est-ce qu'on lit de la poésie pour poser ces questions-là ? Est-ce que on lit de la poésie pour s'enfermer dans la définition ? C'est ça le gros problème que j'ai avec la poésie en prose, et le vers libre aussi, quand bien même je vois très bien les innovations qu'ils peuvent apporter, et je trouve tout de même que les poèmes en prose de Baudelaire sont géniaux. C'est ce qui s'est fait de mieux en poésie en prose, et c'est d'ailleurs bien mieux que pas mal de recueils de poésie en vers. Maintenant, il a aussi, quelque part, il a le droit de faire ça, Baudelaire. Il a littéralement pondu le recueil le plus légendaire de la poésie en vers française, donc de la poésie française, tout court. C'est quand même... Encore à me dire, mais de quel droit ? Évidemment, n'importe qui a le droit d'écrire n'importe quoi. Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que... En fait, c'est une réflexion qui me vient beaucoup. Avec cette chaîne et ma page Insta, j'ai pas mal de jeunes poétriaux qui sont venus me... Poétrio, hein, c'est un terme trouvé chez Mallarmé, comme quoi. Qui sont venus me présenter leurs textes, très souvent en vers libre. Ils me disent oui, mais voilà, et quand je leur pose des questions, oui, mais c'est parce qu'en fait je vais m'éloigner du sens, etc. Mais je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé à gratter des poèmes, c'était au printemps 2019, je pense. Enfin, il y a bien dû avoir 2-3 trucs avant, hein, mais c'était des petits trucs de lycée ou d'école primaire. Quand j'ai commencé à gratter des poèmes à 19 ans, j'ai balancé mon âge, c'est malin. C'était du vers libre. Parce que j'avais cette désinvolture, la désinvolture que donne la connaissance embryonnaire d'un sujet, j'avais cette désinvolture de me dire je pourrais écrire n'importe quoi et appeler ça un poème. J'ai fait de la prose poétique aussi, hein, plus tard, enfin c'était l'été, hein, avant de faire du vers métrique. Alors,
comme c'était Baudelaire qui m'avait éveillé au monde poétique, la rime est assez vite venue, et je suis finalement venu à la métrique, d'ailleurs avec les moyens du bord. J'ai appris ça tout seul, et heureusement j'ai rencontré des gens qui s'y connaissaient plus tard, parce que, dans ma tête, me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mystiche, on s'en fout, non, on s'en fout pas. Vous verrez la différence. Écrivez un poème en alexandrin, sans faire attention aux hémistiches, écrivez-en un autre en faisant attention aux hémistiches, vous verrez la différence. C'est le jour et la nuit. C'est idiot, on se dit, qu'est-ce que c'est encore que cette notion, c'est un terme qui a plus de 3 syllabes, ça s'annonce mal, quoi. Et non, c'est... Et alors, peut-être que pour certains, je dis des évidences. Je vous le souhaite, parce que, à quel moment, en fait, c'est normal d'arriver en jeune homme ou jeune femme du XXIe siècle et de dire que tout ce qu'on pourra écrire, si on appelle ça de la poésie, ce sera de la poésie. En fait, le problème, c'est qu'on fait aussi souvent du vers libre, de la prose poétique, etc., faute de mieux. Parce que plus personne ne maîtrise les codes métriques. Mais dans ce cas, on n'a pas le droit de prétendre, et comme je l'ai fait, c'est même pas une accusation envers les jeunes poètes qui viennent me voir, qui sont pleins de promesses, qui sont pas, selon moi, peut-être à quelques exceptions près, mais mauvais en soi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Dire, écrire de la poésie, c'est déjà bon signe. Non. Si vous maîtrisez pas les règles métriques, ça c'est bon déjà, je vais m'éloigner du sens, etc. D'accord, mais ça c'était fait il y a un siècle, donc en termes d'innovation on est là. Mais si vous ne maîtrisez pas les règles métriques, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'innovation. Alors, je suis pas non plus un avocat de la toute-puissance des genres littéraires. Je suis pas certain que Proust se range dans le roman, par exemple, parce que c'est une prose très particulière. Que Montaigne, théoriquement ce sont les essais, mais voilà. Il s'agit pas tant de ça. Mais le problème, ce sont que de tels poèmes, d'ailleurs mes poèmes de jeunesse, je les mettrai pas ici, je les aime pas du tout. J'ai une certaine tendresse pour celui que j'étais à l'époque, avec toutes ces maladresses, etc. Mais justement, c'est pas bon, poétiquement ce n'est pas bon. Il y a quelques fulgurances, il y a quelques bonnes idées, mais c'est pas bon. Parce que la poésie, c'est pas juste écrire ce qu'on a sur le cœur. Ça, c'est digne d'un journal. Avec, allez, on va sauter des lignes, en faire du vers libre, pour se donner une espèce de solennité. C'est sentencieux. Et j'aime pas le vers libre, déjà parce que je trouve que ça a toujours de la gueule, on dirait une traduction, en fait, on dirait une traduction de poème, donc déjà ça j'aime pas. Et surtout, du fait de l'absence de rime, il s'appuie toujours sur son propos pour appuyer son point final. En plus que parfois il n'y a pas de point final parce que, bref, ça dépend d'ailleurs, il y a 2 écoles, mais ça c'est encore autre chose. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il a intérêt à raconter quelque chose. Or, les poèmes en vers libre, notamment en ce qui ils sont vraiment déployés à partir du XXe siècle. Il y en a au début, fin XIXe, mais c'est surtout deuxième moitié XXe et entre deux guerres. Mais ils reposent. Ils arrivent à un moment où la poésie est engoncée dans le conceptuel et n'a pas la prétention de raconter quelque chose. Donc on se retrouve avec des tas de phrases déconnectées, desquelles il y a bien un sens, il y a toujours un sens, mais qu'il faut aller fouiller pour le trouver. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que ça, et ci et ça, et en fait, il y a telle référence à ci, à ça. Mais on s'en tape. Il n'y a pas d'immédiateté. Et les gens disent, oui, mais moi, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Peut-être. Mais que tu aimes bien tel torche-cul de bonne foi, en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas à le défendre. Encore une fois, Baudelaire est le meilleur, en vers cette fois, parce que ce qu'il raconte est clair, et pourtant on peut en chercher des centaines d'interprétations. Pendant les vacances, comme ça, pour ma famille m'a
m'a donné un poème de Baudelaire en une demi-heure en me disant voilà, c'était l'ennemi. On m'a dit fais une analyse littéraire. Et j'ai parlé, j'avais une demi-heure de préparation, après j'ai tranquillement fait 20 minutes dessus. Sur avec simplement une étymologie, ça, qu'est-ce que ça veut dire ici, pourquoi est-ce que ce rythme implique cela. C'est pas compliqué. Mais, et c'est ça le mieux avec Baudelaire, c'est qu'on s'en tape de ses interprétations. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est, il y a quelque chose de brutal, d'immédiat. Et j'ai beaucoup de mal avec Rimbaud, tant il plaise à un cher ami qui écoutera sans doute ça, parce que, selon moi, même dans son vers, il y a quelque chose de pesamment conceptuel. Quelqu'un avait critiqué le bateau ivre, je me souviens plus de son nom, un critique complètement oublié, qui disait oh là, ce n'est qu'un amas de pluriel, etc. J'irai pas jusque-là. Mais je suis jamais aussi ému en lisant le bateau ivre que lorsqu'il met un peu bas toutes ses couleurs et il dit mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes. Ce passage m'émeut énormément. Ça, c'est ensorcelant pour moi. La puissance de la poésie, c'est d'évoquer une émotion sans que vous ne parveniez vraiment à mettre les mains dessus. Alors là, vous me direz, mais n'importe qui peut faire ça. Bon, enfin, n'importe quelle forme. Peut-être. Mais la vérité, c'est que si Baudelaire fonctionne aussi bien, si les poètes que vous citez, etc., fonctionnent aussi bien, c'est souvent parce qu'il y a rythmique et rime. La rime, ça paraît primaire, hein, mais la rime, c'est juste... ça devrait être la base. C'est ensorcelant, la rime. C'est la base de la musicalité. Ça fait des années que j'ai de la poésie. J'ai lu Les Fleurs du Mal 4 ou 5 fois, je sais plus. J'ai lu plusieurs bouquins plusieurs fois. Il m'arrive de me faire encore surprendre par une rime. De me dire, alors que je savais qu'elle arrivait. C'est logique, enfin je le sais parce que voilà, là il y avait une rime en ir, hein, et là tac, ça arrive. Et il y a... Vous savez, la composante de la beauté, c'est l'harmonie. On va me dire, qu'est-ce que l'harmonie? Je passe. Je sais pas si elle a à voir avec la symétrie, avec je m'en fous. Est-ce que l'art imite la nature, sachant qu'il y a une harmonie dans la nature, mais est-ce qu'on peut dire que rien à foutre, vraiment. Comme dirait un grand homme, je m'en tamponne le coquillard avec un tibia de crevette. Ce sont des concepts. Je parle à votre sensibilité. D'ailleurs, c'est un peu drôle, parce que, en fond, avec les roues libres, j'agite des concepts, mais selon moi, il y a urgence à retourner à, en fait, la sensibilité, la pure, en fait, la poésie moderne oblige à réfléchir. Elle devrait pas. C'est un petit peu courageux, ça, hein. Elle devrait pas. Il y a beaucoup d'images qui sont trop tirées par les cheveux, même dans le vers, même dans... C'est pour ça que, selon moi, je trouve que Rimbaud est très impressionnant, mais j'ai une vraie distance avec lui. J'ai beaucoup de mal. Alors maintenant, on peut argumenter tout à fait correctement que c'est peut-être, je suis trop fermé, je suis trop ci, je suis trop ça. C'est possible. Enfin, en attendant, le trop fermé, il continue à fouiller tous les poètes pas possibles dont on n'a jamais entendu le blaze, pour essayer de trouver, en fait, notamment, il se dit, mais c'est comme avec tout ce que j'aime pas. Je me dis, il y a des gens qui aiment ça. Par exemple, prenons Marguerite Duras, Victor Hugo, je continue à en lire. Je finirai par lire La Légende des siècles, hein. Parce que je me dis, peut-être que c'est moi qui fais erreur. Allons-y. Enfin bon. Je me suis complètement perdu. Pour revenir à cette histoire de devoir du poète, je crois que les poètes doivent arrêter, et les artistes d'ailleurs, mais devraient vraiment arrêter de compter sur le conceptuel. Et de s'enfermer dans les petites démonstrations d'eux.
En fait, l'art contemporain, c'est comme le même d'avant-garde. C'est le même Internet. Ça va être des références extrêmement précises. Il va être incompréhensible. Il va faire appel à plein de choses, à des motifs vus et revus. Je suis assez... Je suis un gros amateur de mèmes, et moi maintenant, enfin, ce qui fait que mon humour est complètement pété maintenant, hein. Je rigole à des trucs. Ça y est, regardez Policzko par exemple, que littéralement la vache polonaise, c'est un rap polonais qui parle de drogue, et il y a une image de vache en 144p qui danse comme ça me fait marrer. Mais il est pété mon humour, enfin, ça va plus, vous voyez, je dirais pas que c'est malsain, après tout, c'est, au moins je me marre, mais... Comment vous partagez ça à quelqu'un, à part quelqu'un qui passe 10 heures de sa vie par jour sur Internet? Comment vous... Alors, l'humour, c'est un peu particulier, parce que c'est pas les mêmes rouages que l'art, à proprement parler, mais... J'aimerais beaucoup parler du devoir de clarté. On me dit, oui, mais ça risquerait d'être simpliste. Mais Baudelaire n'est pas simpliste. Toulet n'est pas simpliste. Verlaine n'est pas simpliste. Corbière certainement pas, mais Corbière c'est un peu particulier. En fait, je crois qu'il faut arrêter... Voilà, c'est ça. En fait, je crois vraiment que les gens ont oublié que l'art existe grâce à un public. La poésie, ça n'est pas seulement écrire ses sentiments. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut les polir. Il y a un travail à faire sur la forme. Et je parle même pas de métrique, hein. Pas encore. Même si selon moi, c'est la forme absolue, mais il y a un travail à faire sur la forme. Et pas seulement pour se plaindre de ce qui se passe dans notre vie à nous. La poésie exige de se tendre vers plus, vers l'absolu. Et pourquoi l'absolu? En fait, elle s'adresse à l'homme universel, dégagé de ses, disons, de ses constructions. C'est pour ça que j'aime pas l'art politique, mais peu importe. La poésie et l'art en général vont vers les autres. Alors, rien ne vous empêche, rien ne vous interdit de leur laisser une énigme interprétative à plusieurs niveaux, mais c'est de la branlette. Rien de moins. C'est qu'une espèce de masturbation grasse et nombriliste au possible. Vous savez ce que c'est le tour de force avec Baudelaire? À côté de tous ces autres tours de force, je veux dire. C'est que c'était humainement quelqu'un d'insupportable, mais dont le bouquin décrit mieux que n'importe quel autre la nature humaine, les sentiments humains. Pourquoi? Parce que malgré l'emploi de première personne, Baudelaire ne parle pas de lui. Et surtout, il utilise une forme, notamment par sa musicalité, qui aide, qui va vers l'autre. C'est le principe, en fait. Je n'ai pas, du haut de mes 23 ans, je ne vais pas expliquer quel est le devoir du poète. Je ne vais certainement, et jamais j'écrirai un texte dessus, jamais, ou le publier, mais c'est pas à moi de dire ce que vous devez faire ou pas. Moi, j'observe la postérité. J'observe ce qui fonctionne. Et je compare, en lisant. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Alors, par qui elle est écrite, je sais plus. J'oublie tout le temps. Fallait que je vérifie avant d'enregistrer ça, puis j'ai oublié.
Là, je vais vous parler de la version chantée par Perry Como, donc en l'occurrence pas la version originale. Cette chanson, c'est Killing Me Softly with a Song, traduisible en gros par En me tuant doucement avec sa chanson, où le chanteur raconte qu'on lui a parlé d'une chanteuse qui avait une bonne chanson et qui pouvait l'intéresser. Alors il y va et il explique que, en fait, il dit entre autres, She sang as if she knew me in all my dark despair. Donc, pardon pour mon accent, hein. Elle chantait comme si elle me connaissait dans mon désespoir le plus noir. And then she looked right through me as if I wasn't there. Et tout à coup, elle a regardé à travers moi comme si je n'existais pas. Je sais, ma traduction, je me suis permis des petits décalages pour la traduction, hein, mais j'ai pas de notes, hein, je rappelle. En fait, c'est ça. Ce que j'apprécie dans la poésie, c'est aussi cette faculté à parler de tout, enfin, s'adresser à l'homme profond. Mais Baudelaire, est-ce qu'il s'est seulement douté de mon existence et du culte que je lui vouerais des centaines d'années après sa mort? C'est Baudelaire d'ailleurs qui a des vers que j'aime beaucoup dans les phares. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.